Ravidi Baravin, donc on est l'avant-dernière ligne du Daf Pechet Amoudbet. Amar Ravidi Baravin, il a dit Ravidi Baravin. Afana Nami Tanina, nous aussi on a enseigné, alors c'est que le terme Tanina en principe fait référence à une Mishnah, puisqu'il y a le de Noun, mais là en l'occurrence il s'agit d'une Braïta, et donc Ravidi Baravin veut dire que cette Takana Tusha, cette institution de Usha, où on a vu que le mécanisme normal qui fait la scission, la distinction totale entre la nue propriété et la jouissance de l'usufruit, en principe, elle n'empêche pas que le nu propriétaire il puisse agir et donc vendre ce dont il est nu propriétaire, même si en l'état, il n'en est pas le bénéficiaire au niveau de la jouissance. Mais la takana tusha, dans le cadre d'un couple, elle est venue, cette takana, empêcher justement la femme qui aurait amené avec elle, dans sa dot, dans les nirse meloug, des biens dont elle reste nue propriétaire durant toute la période toute la durée du mariage, et dont l'usufruit profite au mari. Donc, cette takanatusha, qui dans un autre contexte que marital, n'aurait pas empêché le nu propriétaire de vendre à un lokéach, à un acheteur X, et quand le type qui bénéficie de l'usufruit, il meurt, ben, l'acheteur X qui avait acheté la nue propriété, il va récupérer de façon concrète cette nue propriété avec les pérotes, avec l'usufruit que ça génère. Mais dans le cadre marital, à cause de la takanatusha, ça a été empêché. Ok. Donc Ravidi Baravin, il dit, nous aussi on a enseigné comme ça, dans une braïta, que c'est une notion qui est intégrée. Quelle est la preuve que Ravidi Baravin veut ramener? Mais il dit, Manobeish Ploni chez Atishto, nous témoignons sur un tel qu'il a divorcé de sa femme, Venatan Ktubata, et qui lui a donné sa Ktuba. Donc deux témoins témoignent sur Reuven, qu'il a divorcé de sa femme et qui lui a payé sa Ktuba. Donc si cette femme n'est pas divorcée, elle a perdu définitivement sa Ktuba, parce que le témoignage de ces témoins disent que le mari lui a payé la Ktuba déjà. On passe au Daf Petet, suite de la Braïta, Varei tarta mashto. Et voilà qu'elle est avec lui, c'est-à-dire que cette femme, elle est toujours avec cet homme-là, elle vit avec cet homme-là comme si de rien n'était. Ou mashto, et elle le sert dans le sens où elle, voilà, ce que la femme est tenue en principe d'assumer vis-à-vis de son mari. Et pour cause, Venim tseu zomémim. Et ils sont trouvés, ils sont rendus zomémim. C'est-à-dire que ces témoins-là, ils sont confondus, ils sont rendus témoins zomémim. Et vous vous rappelez que quand ils sont rendus zomémim, ça veut dire que normalement, on leur fait subir ce qu'ils avaient prémédité de causer comme préjudice à la personne sur laquelle ils témoignaient. Là, en l'occurrence, intuitivement, comme on a déjà eu l'occasion d'en parler, d'expliquer, et vous remarquez la similitude extrême avec la Mishnah dans Makot, où là-bas c'est le cas inverse. Là-bas dans Makot, et d'ailleurs c'est ce qui va faire poser la question à Tosfot sur place, pourquoi Ravidi Baravin y rapporte une Braïta plutôt qu'une Mishnah? C'est toujours mieux comme référence une Mishnah qu'une Braïta, c'est incorporé, c'est fait partie du corpus de ce que Rabbi, ce que Rabbi Udan Nassi, il a retenu pour la Mishnah. Là-bas dans Makot, alors déjà, venons peut-être, finissons cette Braïta. Intuitivement, nous, ce qu'on aurait dit, c'est que bon, bah, ils sont rendus eux-mêmes, ils ont témoigné à faux que ce mari, il avait déjà payé la à cette femme, donc ils ont finalement fait perdre cette ktuba potentielle à cette femme. C'est de cette somme-là qu'il devrait être pénalisé, et c'est ce qu'il devrait en principe payer à la femme. Non, ça se passe pas comme ça. La deuxième ligne en haut, En omri mishalmu kol ktubata, donc c'est la phrase qui est d'ailleurs la même phrase, hein, extraite de la Mishnah dans Makot d'Avigimel Amoud Aleph. En omrim, nous ne disons pas, Yeshalmu kol ktubata, qu'ils paieront toute la ktuba, et là, tovatanaat ktubata, mais ils ne paieront que tovatanaat ktubata. Que tovatanaa, le bien du profit de cette ktuba, si je traduis dans les mots, mais ça ne veut pas dire grand-chose traduit. Tovatanaa, en général, ça désigne une valeur moindre que ce sur quoi ça porte, que ce à quoi on s'intéresse. Pour le dire dans le cas pratique, la Tova Tanaa de la Ktuba, c'est une valeur qui est moins importante que ce que vaut la Ktuba. La Ktuba, elle vaut 1000. Tova Tanaa, c'est ce que, dans le cas de la femme,
elle pourrait négocier de cette Ktuba? Combien est-ce qu'elle pourrait négocier cette Ktuba pour la vendre à un bookmaker? Voilà, j'ai une Ktuba qui vaut 1000. Si jamais, et c'est loin d'être improbable, je récupère cette Ktuba à terme, soit parce que je suis divorcé, soit parce que je suis veuve, eh bien, ces 1000 que je récupère de ma Ktuba, ils seront pour toi. Combien tu es prêt à mettre pour ça? 200, 300, je sais pas, ça s'estime. Ça, c'est donc Tova Tana'a Ktubata. C'est ce qu'elle peut en négocier. Euh, Poursuit la c'est la suite de la suite de la. Ok, mais comment ça s'estime? Alors, bon, enfin, je voulais un petit peu spoiler, mais la Gemara demande Ezeu Tova Tana'a Ktubata. C'est quoi Tova Tanat Ktubata? Comment ça se calcule cette somme-là? Eh bien, précise, c'est la Mishnah hein, dans ma cote là-bas. Omdin kama Adam rotseliten biktubata biktuva shelzo. Omdin, on évalue. Kama Adam rotseliten biktuva shelzo. Combien un homme il est prêt à donner pour la ktuva de celle-ci, de cette femme? Combien est-ce qu'un type est prêt à miser pour, dans l'espoir, de récupérer le montant de cette ktuva si jamais à la clé, le scénario, il lui sera favorable à lui, c'est-à-dire, ben, c'est 2 cas sur 3. La femme, elle récupère sa ktouba, comme vous le savez, comme je viens de le dire, soit parce qu'elle est divorcée, soit parce que le mari meurt avant elle. Donc, chez Im Nitar Mela au Nitgarsha, que si elle est veuve ou divorcée, ça c'est le tzad, ça c'est l'éventualité, ce sont les deux issues qui lui seront bénéfiques au type qui aurait misé. Ve'im meta, hein, mais si elle meurt avant son mari, Yirachena Ba'ala, il en hériterait son mari. Juste, la Mishnah dans ma cote, je vous rappelle, elle formule un cas un peu inverse. Les témoins, donc les faux témoins aussi là-bas, ils témoignent que le type a divorcé de sa femme et ne lui a pas donné sa ktouba. Ok, donc là, ils le rendent chayav de payer une ktouba parce qu'ils disent qu'il l'a divorcé et qu'il ne lui a pas payé. Ils sont rendus au même. Dans un tel cas, même intuitivement, on aurait été tenté de dire, bon, bah, il lui paye au mari la totalité de l'Aktuba. C'est ce qui le rendait chayav de payer, quoi, en disant qu'il ne lui a pas payé l'Aktuba. Ce à quoi la Mishnah dit là-bas, justement, non. Parce que, mais là-bas, la Mishnah, elle rajoute un élément, et qui est celui qu'il faut prendre en considération aussi ici, la svara qu'il y a derrière, la logique qu'il y a en toile de fond, c'est que la Mishnah dit là-bas, Va'alo ben hayom uven nemachar, sofo liten lak tubata. Mais voilà que entre aujourd'hui et demain, hein, il est appelé à lui payer sa ktuba. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce contexte-là, il y a une probabilité de ktuba donnée par le mari, de son vivant ou de sa mort, qui est loin d'être négligeable. Elle est peut-être même majoritaire. Et donc, on ne peut pas leur imputer à eux la totale responsabilité de lui avoir causé cette perte de Ktua, parce que même sans eux, de toute manière, après, ça soulève la question, hein, on en avait parlé, ça soulève la question, ouais, bah, oui, mais c'est ça la Hazama, quoi. La Hazama, tu leur fais subir. Dans ces cas-là, si je suis extrême, je dirais, ils témoignent, les faux témoins, que Reuven a tué Shimon. Ok, mais Reuven, il n'a pas tué Shimon en vrai. Mais ils ont témoigné sur Reuven qu'il avait tué Shimon. Donc ils témoignent que Reuven est Chayav Mita finalement, qu'il est passible de la peine de mort. Ah, ici ils sont rendus au même, c'est eux que tu vas tuer. Ben non, ne les tue pas parce que de toute manière, Reuven, il devra bien mourir un jour ou l'autre. Donc ils ne sont pas vraiment responsables de sa mort, quoi. On parle pas dans ça, c'est précisément dans ce cas-là, dans ces contextes-là, en intégrant cette donnée que de toute manière, la vie, elle est pas éternelle, et que c'est là où s'applique la Hazama. Même chose dans l'argent, il témoigne sur un type qui doit de l'argent. Peut-être pourquoi tu dirais pas aussi, bon, mais de toute manière, il aurait perdu cet argent un jour ou l'autre, il aurait perdu aux courses ou je ne sais quoi. Pas aux courses, certainement pas aux courses. Euh, donc là, vous voyez que c'est parce que le scénario de Pays Lactuba, il est, de par sa nature, euh, euh, probable. C'est l'issue que l'on connaît de toute manière et qui est prévisible, ou en tout cas dans une, dans une probabilité qui est loin d'être négligeable et qui ne s'inscrit pas forcément. Bon, il y a une différence à faire qu'il faut préciser de cette façon un peu plus fine. Quoi qu'il en soit, ce que veut prouver Rav Idi Baravin de cette braïta, c'est que tu vois que cette femme qui a négocié sa ktuba, c'est-à-dire enfin, en tout cas le modèle qu'on va retenir pour dire de quoi sont finalement condamnés les faux témoins,
C'est cette somme-là que la femme aurait pu obtenir si jamais elle avait négocié sa ktouba. Puisque ils ont témoigné que le mari avait payé la ktouba, donc ils l'ont finalement privé de cette ktouba. Ok, ils sont rendus zomemim. C'est pas la totalité qu'ils doivent lui payer, c'est simplement ce qu'elle aurait pu en négocier de cette ktouba. Et dans le deal, enfin dans le modèle qui est rapporté, la Mishnah, la Braïta formule qu'il y a donc les deux possibilités qui vont se présenter à ce bookmaker. Soit la femme, elle récupère sa ktouba parce que elle est veuve ou elle est divorcée, mais si elle meurt elle d'abord, alors c'est le mari qui en hérite. Mais attends, c'est le mari qui en hérite. Si tu me dis que celui qui est nu propriétaire dispose de sa nue propriété parce que la jouissance de l'usufruit qui concerne une autre personne ne vient pas parasiter cette, ce dont tu disposes dans la nue propriété. Pourquoi, si elle meurt avant le mari, c'est le mari qui en hérite? Ce qu'elle aurait pu négocier, ce qu'elle aurait pu vendre. Donc même dans un tel cas, si elle disposait de sa nue propriété, ben, même si elle meurt avant le mari, il n'y a pas de raison que ce soit le mari qui en hérite. C'est l'acheteur à qui elle a vendu qui, lorsque elle meurt, ben, elle en bénéficiera. Le mari, il n'est plus bénéficiaire de l'usufruit parce qu'elle est morte. Donc de cette formulation même, Ravidi Baravine veut prouver que cette braïta, elle intègre bien le principe de la takanatusha. C'est ce qu'il formule tout de suite, regardez. Veis al kadater. Et si, exactement, te monter à l'esprit, et ça je vous dirai à chaque fois, je répète, donc c'est-à-dire que si tu envisageais de dire, avant de parler, laisse le temps de monter à l'esprit, de réfléchir avant de parler. Donc si tu avais cette éventualité-là, de dire l'état, l'état Kanatusha, hein, qu'il n'y a pas la Takanatusha, que la Takanatusha n'a pas été intégrée à Maïra Bala, pourquoi son mari en hériterait-il? Donc pourquoi, si la Takanatusha n'était pas là pour bloquer, pourquoi est-ce que son mari hériterait-il des biens de sa femme lorsque elle est morte avant lui, des biens dont elle était nue propriétaire depuis le début? Euh, Tasbin Tubata, les Gamré, elle devrait pouvoir vendre sa Ktuba en totalité, puisqu'elle est nue propriétaire. Ok? Euh, Amar Abaye, il a dit Abaye, Imamrou benirse meloug, Yomrou benirse tson barzel. Abaye, il objecte sur cette preuve que Ravidi Baravine veut rapporter et lui dit Imamrou benirse meloug. S'ils ont dit les Chachamim, quand bien même les Chachamim auraient dit au sujet des Nirse Meloug, souvenez-vous, les Nirse Meloug, ce sont précisément ces biens-là qui entrent dans cette catégorie de, de biens dont la nue propriété reste à la femme. Donc elle se marie, elle entre dans sa dot différents biens, elle amène différents biens avec elle. Il y a des biens qui vont être distillés, qui vont être dispatchés dans cette catégorie Nirsetson Barzel. Elle reste nue propriétaire durant toute la durée du mariage. C'est le mari qui bénéficie de l'usufruit. Et quand elle récupère ces biens-là, si jamais elle divorce ou si jamais elle est veuve, elle récupère les Nirse Meloug ben, en l'état. S'ils ont fait x100, tant mieux pour elle. S'ils ont perdu toute leur valeur, tant pis pour elle. Elle reste nue propriétaire avec les conséquences que ça peut avoir. Il y a la catégorie, ce qu'on appelle Nirse Tson Barzel, et comme son nom l'indique, Barzel, c'est les Nirse, les biens, Barzel, c'est du fer, ça bouge pas, c'est béton. C'est-à-dire, là, voilà, elle entre ces biens-là quand elle se marie, et la valeur d'entrée, c'est ce dont elle est assurée de récupérer à la sortie si elle est appelée à récupérer ses biens. Donc, ces biens-là, ces biens-là, regardez, c'est pas un paradoxe, c'est la différence qui est faite. Ces biens-là sont inscrits dans la Ktouba. Pourquoi? La valeur est inscrite, parce que la valeur, elle est fixe, elle ne change pas. Par contre, les Nirse Meloug, il n'y a pas de valeurs qui sont inscrites dans la Ktouba, c'est pas inscrit dans la Ktouba, puisque la valeur, elle va fluctuer selon ce qu'ils vaudront quand le temps venu. À chaque moment, c'est ce que ça vaut. Donc, les Nirse Tson Barzel, qui sont fixes, ils ont une valeur donnée, ils ont une valeur qu'on connaît. Par conséquent,
elle ne reste pas véritablement nue propriétaire. Elle a contracté euh, une créance vis-à-vis de son mari en faisant rentrer ses biens. Ok. Le mari, il est potentiellement débiteur de la somme que avait Seigneur Seton Barzel quand elle les a rentrés. Donc Abaye, il dit, regarde, ta braïta, elle ne prouve pas que la raison pour laquelle ça se passe comme ça, hein, c'est à cause de la Takanatusha. Parce que même si les Chachamim ont dit au sujet des Nirse Meloug que la vente, ok, elle est valide, elle est validée, qu'elle n'est pas parasitée par la Takana de Usha, que ce dont elle est nue propriétaire et qu'elle vend, ça marche, ça passe bien. Mais ça, vont-ils le dire au sujet des Nirse de Son Barzel? Est-ce que les Chachamim dans cette braïta, ils vont dire que même ce qu'elle a vendu comme Nirse Tson Barzel, c'est validé, ça ne lui appartient pas. Elle n'en a plus la nue propriété. Elle n'est que créancière potentielle de la valeur que ça avait quand elle les a rentrées. Regardez, prenez dans Rashi. Euh, Allez, le Rashi, les petites lignes, je ne sais pas, une dizaine de petites lignes après, parmi les. Exactement. Imamrou benirse meloug. S'ils ont dit au sujet des nirse meloug, des biens dont la nue propriété donc reste à la femme durant toute la vie maritale. Chez Touchal les Mochan, donc Abaye dit s'ils ont dit les Khamim au sujet de Nirse Meloug, qu'elle pourra les vendre. Ve'en abal motzimiad ale kuchot. Et le mari ne pourra pas venir faire sortir des acheteurs. C'est-à-dire que la vente que la femme aurait fait durant sa vie maritale de ces biens-là, elle sera finalement validée. Et lorsqu'elle meurt, eh bien, les kuchot, les acheteurs, ils seront bénéficiaires effectivement, de ces biens-là sans que le mari ne puisse aller prétendre quoi que ce soit. Il ne pourra pas venir prétendre de son statut de, vous vous rappelez ce que j'ai ramené en haut et en bas du Hamoud précédent, de l'Akoar Rishon, de premier acheteur. Il a investi de cette priorité-là. Si les Khamim, quand bien même les Khamim disent ça, Share, et parce que, pourquoi pourrait-elle vendre? Parce que Share, impiratu piratula, s'ils ont dévalué, ils ont dévalué pour elle. C'est Rashi, il explique l'expression qui est celle de la nue propriété en faveur de la femme, que cette nue propriété, elle est bien à la femme, donc elle peut agir dessus, ça lui appartient. Preuve en est, si ça dévalue, c'est pour elle que ça dévalue, c'est elle qui perd. Vim otirou, retirou là, et si ça augmente, ça augmente pour elle. Elle est elle nue propriétaire. Donc, si les Khamim disent que, ok, ça marche, la vente est validée. Yomru benirse de Son Barzel, est-ce qu'il le dirait au sujet des Nirse de Son Barzel, de cette catégorie de biens qui sont inscrits dans l'Aktuba? Parce que la somme, elle est fixe. Mais est-ce qu'elle peut vendre ça? Donc, Rashi, Yomru benir Setson Barzel, Biktu Bata, diront-ils au sujet de ces biens-là, de cette catégorie-là de biens qui sont dans Saktuba, Deainu Nedunia, c'est-à-dire c'est la Nedunia c'est la dot. La dot. Retenez ce mot parce qu'on voit souvent ce mot dans Ktubot, Nedunia, c'est un tir-larigot. Chez Dainu Nedunia, Sheir Nisalo Beshuma, qui lui a fait rentrer Beshuma avec évaluation, Mi Bet Avia, de la maison de son père. Donc quand elle est venue, elle est rentrée, elle s'est mariée, elle a amené avec elle ce qu'elle avait amené. Vekotvinota Biktubata, et donc on écrit ça dans la Ktuba. Ou Mekabel Alav Khatan, et il reçoit sur lui le Khatan, le mari, c'est-à-dire que le mari prend sur lui, il endosse Acharayut, la responsabilité, ok? C'est lui qui finalement il est garant. Il est garant de la valeur de ses biens. Veim piratu piratulo, et donc si ça dévalue, ben, ça dévalue pour lui, ok? Elle fait rentrer un bien qui vaut 1000, maintenant au fur et à mesure du temps, ça vaut 800, 700, 200, ben tant pis pour lui. Lui, ce qu'il devra lui rendre, s'il est amené à lui rendre, c'est les 1000 d'entrée. Veimo tiru o tirulo. Et si ça a augmenté pour lui. Kedam rina, comme on dit, etc. Regardez la suite de Rashi. Nirsetson barzel, les Nirsetson barzel. Nechasima omdim be'achariut amekabel. Ce sont les biens qui se tiennent sous la garantie de celui qui les reçoit, les chalem de payer, qui est en barzel ze. Rashi explique simplement l'image, pourquoi on appelle ça barzel. En français, on dirait comme c'est béton, comme c'est comme du fer, voilà. Il est garant comme le fer, c'est comme ce fer-là, chez ou caché l'iot pour que il est dur à réduire. Le fer, il va pas s'abîmer, enfin, il va pas s'abîmer. Il va pas, voilà, il va pas, il va pas se déliter, il va pas disparaître. Va'atam vada ilomatsemizavna. Et donc là-bas,
concernant ces biens-là, c'est sûr qu'elle ne peut pas vendre. Ce dont parle la Braïta, ce que Abaye est en train de dire, c'est qu'est-ce que tu m'emmènes cette Braïta là où tu dis, ah, et donc il ira chez Nabala, le mari il en hériterait, tu vois que le mari il en hérite quoi qu'il en soit. Abaye dit, mais non, le mari il en hériterait de quoi on parle? On parle des Nir de Barzel. Il hériterait des Nir de Barzel, de ce dont elle n'est pas propriétaire pour pouvoir agir dessus. Mais le Nir Meloug, qui te dit que ça marche pas? Ok? Donc ta preuve, elle est bidon. C'est ce que objecte Abaye à Ravidi Baravine. Euh, Il y a le Khazanish qui explique là-dessus. Le Khazanish demande, ouais, mais et Ravidi Baravine, il n'a pas vu ça? Ravidi Baravine, il n'a pas cette différence. Il ne sait pas qu'il y a des biens dont tu es nu propriétaire, donc d'autres dont tu n'es pas nu propriétaire, et que par conséquent, c'est évident que tu ne peux pas disposer de ceux qui ne t'appartiennent pas, et c'est peut-être de ceux-là dont parle la Braïta, que le mari en hériterait, parce que toi, la femme, tu peux rien faire dessus. Le Razonich, il dit que si les Chachamim avaient voulu, si le droit sur les Nirsemeloug était effectif, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pu étendre ce droit même au Nirsetson Barzel. Ok, une espèce d'homogénéité comme ça dans les biens. Bon. Venez, on continue un tout petit peu. Euh, Amar Abaye. Voilà. Abaye poursuit. Il a dit Abaye. Tovatana, donc Tovatana, cette notion de Tovatana dont on parle. Donc là, en l'occurrence, Tovatana, on a appliqué à notre cas, c'est l'option sur cette Ktuba qui lui appartient, combien peut-elle négocier. Je vous avais aussi dit, vous vous rappelez que Tovatana, c'est aussi une expression qui est employée, par exemple, au sujet de ce dont dispose tout Israël par rapport à l'obligation de donner les différentes troumotes et maasrot, les prélèvements qu'il doit donner de sa récolte, qu'il doit donner au Cohen, t'es pas tenu de donner à ce Cohen-là plutôt qu'à l'autre. Donc, ces prélèvements ne sont pas à toi, mais tu disposes, tu les donnes à qui bon te semble. Ok? Donc, tu as la tovatana de ça. Quoi qu'il en soit, tovatana, ça désigne de façon générale une somme qui est peu importante ou en tout cas inférieure à ce sur quoi porte cette Tovatana. Abaye dit, bon, si déjà on a parlé de Tovatana, hein, on va dire deux, trois mots là-dessus. Amar Abaye, il a dit Abaye, ou même peut-être un mot, je ne me souviens plus. Amar Abaye, il a dit Abaye, Tovatana, Tovatana, Ho'il ve'atalida, liadan, puisque c'est venu dans nos mains, puisqu'on a évoqué le sujet. Nema ba milta, on va en dire un mot. Tovatana leisha avia. La Tovatana, c'est à la femme, c'est-à-dire cette option qu'elle aurait pu négocier en vendant sa Touba, c'est pour elle. Ça va pas aller ça va pas passer en perte et profit pour elle, enfin plutôt en perte au profit de son mari, comme tu aurais pu dire, bon ben, le mari, il profite de l'usufruit de la femme. Donc là, pourquoi ne serait-il pas bénéficiaire de cette vente qu'elle a réalisée avec ce qu'elle en a gagné? Ça irait peut-être au mari. Ah ben il dit non, non, faut pas exagérer. Cette Tovatana là, hein, ça revient à la femme. Dei salkada techleba alavia, parce que si tu envisageais de dire que ça revient au mari, limurula edim, mayafsa diner. Si c'est le mari qui avait été bénéficiaire de cette tovatana, donc de ce qu'elle aurait pu négocier de Saktuba, quand la Braïta elle dit que ce qu'on va rendre chayav les témoins omémim, là, vous vous souvenez, qui ont témoigné à faux, qu'ils doivent lui payer cette tovatana. Si Béhémet, cette tovatana, le produit de cette vente, elle devait le donner à son mari, c'est son mari qui en bénéficiait. Les omémim, ils diraient quoi? Attends, on va rien te payer, nous. Nous, de toute façon, on t'a rien fait perdre. De toute façon, cette option-là que tu aurais pu négocier, elle serait rentrée chez ton mari. Donc nous, notre préméditation vis-à-vis de toi, elle avait zéro impact. L'Emroula Edim, il lui dirait les témoins, Maya Sadiner, qu'est-ce qu'on t'a fait perdre? Qu'est-ce qu'on t'a fait perdre? Cette, c'est marrant parce que cette, comment dire, cette, ce que la Gemara envisage, qu'est-ce qu'on pourrait dire en faveur des homémimes? C'est-à-dire, quelle serait la ta'ana? Quels seraient les arguments dont les Edim Zomémim, les faux témoins, pourraient se servir pour se disculper en partie de l'obligation de Hazama. On voit ça, la Gemara, dans
la Gemara dans Sanhedrin, par exemple. Euh, et Tosfot, Tosfot dans Makot, tout au début, ramène cette Gemara aussi, qu'il y a des témoins qui ont témoigné sur une jeune femme qu'elle a fait un adultère. Et alors là-bas, il est question là-bas, je ne vais pas rentrer dans le sujet, c'est un peu. Mais la Gemara, elle envisage dans un premier temps, hein, bon, mais ne les tue pas, parce que s'ils témoignent qu'elle a fait un adultère, ils lui causeraient la peine capitale. Donc s'ils sont rendus eux-mêmes, ils devraient eux-mêmes subir la peine capitale. Mais la Gemara là-bas demande, la Gemara dit là-bas, non, 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 eux ils viendraient dire à témoin, non, attention, nous on voulait pas la tuer. Nous, ce qu'on voulait, c'était simplement, on est venu déposer pour l'interdire à son mari. Elle a fait un adultère, on veut que les choses, on voulait simplement l'interdire à son mari. Non, c'est des pourritures, c'est des faux témoins, de toute manière. Donc ils sont pas motivés c'est pas des tzadikim, c'est pas pour. Mais donc vous voyez que la Gemara prête aux témoins, hein, euh, peut-être que les implications de leur témoignage auraient pu être envisagées comme étant cela. Ce qu'ils visaient, c'était ça. On voit ça aussi dans la Gemara, dans Makot au début, au sujet et ça ressemble plus à ce cas-là d'ailleurs, euh, des témoins qui seraient rendus eux-mêmes alors qu'ils ont témoigné sur quelqu'un qui devait être vendu comme évêque d'Ivry, qu'il doit de l'argent et qu'il a pas d'argent, qui doit être vendu donc comme témoin, comme esclave hébreu. Et, et là-bas, la Gemara, hein, envisage, alors, il y a des allers-retours dans la Gemara parce que il faudrait étudier, c'est une étude en soi, mais rapidement. En tout cas, c'est une des propositions de la Gemara que les témoins zomémimes, si eux ont de l'argent, ils ne devraient pas être vendus en tant que, évêque d'Ivry, parce que bien que leur témoignage, s'il portait sur quelqu'un qui n'avait pas d'argent et qui aurait donc été vendu en tant qu'évêque d'Ivry, c'est ce que ça lui aurait causé, eux pourraient dire, mais si nous avions été à ta place, puisqu'on a de l'argent, on aurait payé, et donc on n'aurait pas été vendu en tant qu'évêque d'Ivry. Donc il n'y a pas de raison que. L'Agmara, elle débat là-dessus, elle truc, mais vous voyez, cette, cette, euh, cette perspective dans laquelle l'Agmara se met, c'est ce qu'Abaye dit. Abaye dit, ce qu'elle retire de cette Tovatana, ça lui revient à elle, parce que si ça devait revenir au mari, bah, les témoins diraient, bah, attends, on t'a rien causé comme mal. De toute façon, si on t'avait payé, ça serait allé chez ton mari. Donc nous, on t'a rien causé, on te doit rien. Euh, voilà. Iyava mizavnat la le Tovatana. Iyava mizavant la le Tovatana. Ba la vacha kilminach. Si tu avais vendu la Tovatana, bah, la vache à Kilminar, c'est ton mari qui, de toute manière, aurait récupéré ses biens. Donc, tu vois bien, c'est une preuve apparemment que la Tovatana, elle est en faveur et elle en dispose tout à fait, puisque c'est elle qui va être dédommagée. Ce à quoi objecte Rav Shalman, Amar Rav Shalman. Il lui a dit Rav Shalman. On n'a pas eu souvent ce nom-là, Shalman, hein. On a vu Salomon, on connaît Salomon. Lomo, Shalman. Ouais, en Irak, c'était très ashkénaze, ouais. Il a dit Rav Shalman, Mishum Deika Revach Beta. Rav Shalman, il dit non, c'est pas une preuve. C'est pas une preuve parce que même si ce qu'elle touche de cette option qu'elle a donc vendue revient au mari, de toute manière, Ika Revach Beta, ça va profiter au foyer, littéralement. Ika, il y a Revach, un gain. Beta, pour la maison, pour le foyer. Donc, elle peut être dédommagée par les omémimes, et ce pseudo-argument des omémimes, mais on t'aurait rien fait perdre. De toute manière, ça reste chez ton mari. Oui, mais si c'était allé chez mon mari, ça aurait été aussi du bénéfice pour moi. Donc, ne vient pas. Ce que Abaye veut prouver de cette braïta, non, non, c'est contestable. Amar Rava, il a dit Rava. Regardez, ça nous fait plaisir parce que c'est rare quand la Gemara, elle tranche la halacha. Amar Rava, il a dit Rava. Il chefe toivasa noé la halacha. C'est que la tova tanaa, les isha, c'est pour la femme, oui. Comme Abaye il avait voulu dire, la halacha c'est celle-là, et c'est comme ça que c'est tranché. Ve'en abal ochel perot, et le mari ne bénéficiera pas des pérotes, de l'usufruit que cet achat que la femme, ce que la femme a vendu, donc cette somme qu'elle a obtenue et qu'elle pourra investir et générer un usufruit quel qu'il soit, eh bien cet usufruit-là, hein,
ne bénéficiera pas au mari. En tout cas, c'est du ressort de la femme. Elle en dispose comme elle veut. Ah, comment ça se fait? Maïtama, quelle est la raison? Pera takinule rabanan, pera de pera, lo takinule rabanan. Ce que les chachamim, ils ont institué quand on dit que le mari bénéficie de l'usufruit, c'est de l'usufruit. Il bénéficie de, du produit généré par le corps du bien qu'elle a apporté. Mais l'usufruit de l'usufruit, ça non, faut pas exagérer. Dans les mots, Perat akinule rabanan, c'est les pérotes qu'ils ont institué les chachamim à l'avantage du mari. Pera des péras, mais les pérotes des pérotes. L'usufruit de l'usufruit, l'otakinule rabanan, ils ne l'ont pas institué les chachamim. Euh, euh, Redé Rashi, prenez Rashi tout en bas là. Ve'ein abaal ochel perot. Et le mari littéralement, ne mange pas les fruits, il ne bénéficie pas de. Ça n'est pas à lui que revient la, la, la jouissance de l'usufruit. Donc, loamrinan, nous ne disons pas, ikar bahen karka, qu'il prendra, qu'elle investira, c'est-à-dire avec le produit de cette vente, la femme, que le mari pourrait acheter un carca. Ok, le carca, hein, le terrain, hein, il serait nue propriété de la femme, veo perot, mais que lui bénéficierait des pérotes, on s'alignerait, on s'alignerait sur ce modèle-là, sur le modèle qu'on connaît. Parce que ça ne se fait pas en deux temps. La takana des chachamim, elle n'est pas sur l'usufruit généré par l'usufruit de départ. Regardez, prenez Tosfot, Pera des Pera lo takinu les rabanan, donc l'usufruit, les chachamim n'ont pas institué. Hainu bemile de atu me alma, kegon tova tana dektuba. Tosfot explique, on dit ça au sujet de ce qui provient de l'extérieur. Il n'y a pas de raison que même ce qui lui provient de l'extérieur à cette femme, le mari puisse bénéficier d'usufruit. Ce qu'elle a fait rentrer avec elle quand elle s'est mariée, ok, c'est là-dessus que porte la takana, que le mari il est bénéficiaire. Mais ce qui provient de l'extérieur, là, c'est quelque chose qu'elle a négocié de l'extérieur, entre guillemets. Ou ben, en l'occurrence, ça, c'est suite c'est suite à ce faux témoignage que les témoins ont été tenus de lui payer quelque chose. Donc, c'est quelque chose qui vient vraiment de l'extérieur. C'est pas quelque chose qui était intrinsèque à ce qu'elle avait, à ce qu'elle a amené. Ok? C'est suite à ce faux témoignage que ça lui tombait du ciel. Ou kegon gonev vlad behemat melog, ou kegon gonev vlad behemat melog, des Meshalem Kefel et Chassa. Et par exemple, Tosot c'est encore un autre cas qui est similaire. Par exemple, imaginez un voleur qui lui a volé un animal, animal qui fait partie de ses nirsémélogues. La femme, elle a fait rentrer dans sa dot un troupeau. D'accord? Donc elle est nue propriétaire des bêtes, et le mari il profite de l'usufruit, tout le lait, toute ce que ça laboure, je ne sais quoi. Un voleur qui aurait volé un animal, il est tenu, vous vous rappelez, de payer le kefel. Il rembourse ce qu'il a, d'abord ce qu'il a volé, et il va payer le double quand il est retrouvé en tant que voleur. Eh bien, ce kefel, ça bénéficie à la femme. Ça aussi, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Il n'y a pas de raison que ce soit au bénéfice du mari. D'accord? Et si ça avait été, si Tavar ou Mahar, s'il avait égorgé ou vendu, il aurait même payé 4 fois 5 le voleur. Comme on dit donc dans le Pérec, dans le Ktubot, Mishum de l'otaknul rabanan pera des pera, parce que les Khamim n'ont pas institué les péré des pérés, les fruits des fruits. Aval pera des atim migouffé, mais attention, distosot. L'usufruit qui vient d'usufruit, mais migouffé de ce qu'elle possède, du gouf adavar, du corps de la chose. Kegon par exemple. Vlad vladot behemat melog, pshita des takinul rabanan. Elle rentre, quand elle se marie, un troupeau de 10 animaux. Donc il a l'usufruit de ces 10 animaux, de la quantité de lait que ça produit, ou de la tonte des laines que ça peut produire, ou de la labour, tout ce que vous voulez. Maintenant, ces 10 animaux-là, ils vont faire des petits, et de 10, on est passé à 20, et de 20 à 50, etc. Tout ça disent, là, c'est sûr qu'ils profitent de l'usufruit. Vous allez dire, mais ça aussi, c'est l'usufruit de l'usufruit. Non, non, mais là, ça provient du corps.
ok? C'est inhérent au corps du bien qu'elle a rentré. Donc ça, c'est sûr que ça continue à profiter au mari. Ok, c'est la différence qui est à faire entre, explique Tosfot, l'usufruit qui provient de l'extérieur, ça lui tombe du ciel, ok? C'est des faux témoins qui doivent lui payer quelque chose, c'est le voleur qui va lui payer aussi quelque chose, etc. Mais ce qui est généré par le corps même du produit, ça évidemment, dit Tosfot, que des taquinou les rabbanan, ils ont institué les chamim en la faveur du mari, kedetnan, comme on a enseigné dans la Mishnah, leolam uchel pere perot. Ok. Venir des pere, lo taquinou les rabbanan, des hatam, lo avekia et teacha. Bon, on